Bonjour à tous. Pour cette nouvelle entrevue, on va parler aujourd'hui de briques, maçonnerie, vente de bœuf. On va parler de briques éclatées, de fluorescence, de lège craquée. En fait, on va parler de briques, on va parler de maçonnerie. Puis on a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous Danny Baranès. Danny, c'est un expert. Donc, un expert en maçonnerie, sa propre entreprise qui est Briques et compagnie. Exact. Donc, Danny, peut-être nous donner un petit peu un aperçu là, de ton entreprise. Puis, D'accord. Ben, Briques et compagnie, ben, comme tu le disais, nous autres, on est spécialisés dans tout ce qui a trait à la maçonnerie. Donc, on a une spécialisation dans la restauration du bâtiment. Donc, ça l'englobe un peu de tout ce que tu parlais, là, les allèges éclatés, des ferrangles, changement de briques, tout ça. C'est vraiment notre spécialité là, au niveau de la maçonnerie. Parce que c'est vraiment quelque chose d'important pour les propriétaires, parce que lorsqu'on regarde les coûts en dépenses de capital au cours des années, c'est vraiment la brique, les allèges, c'est vraiment quelque chose qui est énorme. Les coûts sont beaucoup parce que j'imagine que des maçonneries, vous êtes très occupés. Effectivement. Difficile de trouver la main-d'œuvre pour vous aussi également. Donc, beaucoup de demandes. Le parc immobilier vieillit à Grand Montréal. Puis souvent, en tant que propriétaire, on peut peut-être trouver, ce serait fun aujourd'hui de regarder un peu s'il y aurait des points qu'on peut déceler avant que ça devienne irréversible. Oui, tout à fait. Oui. Puis, même chose, lorsqu'on en tant qu'aussi investisseur, si on arrive devant un immeuble puis qu'on voit des problèmes, y a-t-il des choses apparentes qui nous donnent un signe comme quoi il y a vraiment un signe de détérioration important qui se passe présentement? Fait que, pour commencer, c'est quoi les plus grands signes qu'on peut voir sur un immeuble on arrive devant un immeuble? Bien, les plus grands signes, c'est sûr que souvent, ils vont être décelés par les inspecteurs quand les gens veulent faire une nouvelle acquisition. C'est souvent ce qu'on va voir qui est évident, c'est le ventre de bœuf. Ouais. Le ventre de bœuf, parce qu'il y a un petit gondolement dans le mur qui va se former, surtout dans 80% du temps, dans le haut du mur. Mm-hmm. Ça, c'est suite au parapet qui n'était pas étanche, le solin du parapet à l'époque. Donc, c'est vraiment un signe qu'on voit qui est prédominant. Par la suite, les autres signes qui sont un petit peu plus discrets, mais qui causent certains problèmes aussi, c'est les fameuses allèges. Oui. Qui, avec le temps, avec un allège qui a peut-être de plus de 60 ans, à un moment donné, qui est en béton, va laisser rentrer, beaucoup plus poreuse, va laisser rentrer l'eau. Et il y a des micro-fissures. Puis tranquillement, ce que ça va faire, c'est que ça peut venir qu'à créer un autre ventre de bœuf au bas de l'allège. Okay. C'est ces portions-là, des fois, que les gens ont tendance à négliger, à ne pas voir. Mais c'est pas mal ces signes-là qui sont prédominants. Puis les joints, on va voir que les joints vont se vider en bas des allèges. Et on va voir aussi des signes d'efflorescence. Okay. C'est pas mal les trois points. Est-ce que tu suggères, mettons, quelqu'un qui est propriétaire de quelques immeubles, et puis est-ce qu'il y a une inspection annuelle qui serait bon de faire? As-tu quelque chose que tu suggères aux propriétaires? Oui, absolument. C'est de regarder justement, comme je disais, le solin du parapet, s'il est en bon état. S'il y a tendance au niveau des jonctions, des tôles sur le toit du solin, s'ils sont bien étanches. Oui, ça, c'est la première chose. Parce que le secret dans tout ça, là, c'est empêcher les infiltrations d'eau. Tout à fait. Et bien sûr, l'humidité par la suite fait vieillir la brique d'une façon importante, mais aussi les infiltrations d'eau fait gonfler avec le froid, le gel et le dégel. Donc, c'est ça. Fait que la première chose, vérifier en haut. Vérifier la partie du toit. Je vous dirais que c'est dans 95% des causes que la brique s'est détériorée, qu'il y a eu des ventes de bœuf. C'est à cause que la toiture a été négligée. Okay. Et souvent, c'est que les couvreurs vont refaire la toiture et je ne sais pas pourquoi, ils ne vont pas prendre l'attention de changer nécessairement le solin du parapet. Donc, les clients prennent pour acquis que tout est correct, mais l'infiltration d'eau va continuer à se faire et la détérioration va venir par la suite créer des ventes de bœuf, des infiltrations d'eau et tout ça au niveau de la majorité, c'est de là que ça part. Ça part du toit et par la suite, comme je disais, il y a aussi les allèges qui est vraiment de faire attention. Une fois par année, on va sur le toit, si c'est direct ou peu importe comment on se fait sur le toit, d'aller voir si tous les solins, il n'y a pas d'infiltration d'eau. C'est ça. Ça, c'est la première chose. Ensuite, y a-t-il d'autres signes apparents qu'on peut voir sur une brique? L'efflorescence. L'efflorescence, en fait, qu'est-ce que c'est? L'efflorescence, c'est une blancheur qui va apparaître sur la brique. C'est des sels minéraux. En fait, c'est du sel qui va nous donner un signe que de l'eau qui rentre à cet endroit-là précis. Pour la simple et unique raison, c'est que le mur, quand il est mouillé, qu'il va sécher, il va rapporter les sels minéraux en surface. Donc, il faut se poser la question, quand on voit ça, pourquoi il y a de l'efflorescence qui se forme là? En soi, ce n'est pas dangereux. Ça peut partir par soi-même, ou on peut le brosser, ou à la limite, le laver avec un savon en maçonnerie, ça va partir. Un savon de maçonnerie? Un savon en maçonnerie qui va nettoyer ça. En fait, c'est un savon à base de produits, c'est quand même assez puissant, qui va aider à enlever toutes les taches de mortier et toutes les taches justement d'efflorescence. Fait que ça va nettoyer. Ça va nettoyer en profondeur la brique. Fait que c'est quelque chose qui peut enlever l'efflorescence, mais
c'est un signe prédominant quand on voit du sel. Il faut se poser la question. On voit souvent ça sur les immeubles neufs. Hein? Oui. C'est pourquoi, là, mais dans les immeubles récents, de la brique récente, on va voir souvent des grandes taches blanches là, pendant les premières années, puis tranquillement, ça s'en va par la suite. Ça, c'est tout à fait normal. Quand on va refaire de la maçonnerie, de la neuve ou des réparations, des fois, l'efflorescence peut revenir en surface. OK. Parce que si, exemple, la brique a pris la pluie, avant qu'on la pose, ça peut être une des raisons que l'efflorescence va revenir en surface. Si on passe devant un immeuble, puis le propriétaire dit « Oh, ben écoute, j'ai refait mon mur de briques il y a 2 ans, puis là, on voit plein de spots blancs partout. » C'est pas catastrophique, là. Pas du tout. La seule chose qu'il faut prendre en considération, c'est de voir que l'efflorescence va se résorber avec le temps. Oui. Si ça ne se résorbe pas, puis c'est dans un endroit précis, ben à ce moment-là, il faut se poser la question. C'est-tu une problématique en arrière du mur? La cause de ça, c'est... Toujours l'eau. Toujours l'eau. L'humidité. OK. L'eau et l'humidité. Puis, au niveau de la solution pour l'efflorescence, est-ce qu'il y a de quoi à faire, mettons qu'on voit, puis ça persiste? Ben à ce moment-là, il faut, comme je vous disais, c'est de faire une inspection. C'est comme qu'on se parlait. Oui. C'est regarder la toiture, voir s'il n'y a pas des infiltrations d'eau. Regarder si les allèges ne sont pas fissurés. Regardez aussi souvent le calfeutrant sur les allèges. Les gens ont tendance à négliger ça. Ils laissent aller ça pendant plusieurs années parce que c'est en hauteur. Des fois, ils ne pensent pas. Fait que c'est une autre des causes. Je vous dirais que ça, c'est pas mal les causes principales qui vont causer l'efflorescence. On a parlé de vente de bœuf, ou dans les vrais termes, je pense qu'on appelle ça un renflement de briques. Exact, oui. Fait que le vente de bœuf, comment on peut solutionner ça? Est-ce qu'il y a une façon de le faire ou comment qu'on peut déceler que ça sent bien là? C'est quoi la cause, premièrement, de la vente de bœuf va se causer parce que pendant plusieurs années, le toit a été négligé. OK. L'eau va s'infiltrer. Au Québec, on a, pendant la période du printemps et de l'automne, on a 360 périodes de gel et dégel. Ce qui fait que l'eau s'infiltre pendant plusieurs années et le gel-dégel fait que ça fait des pressions latérales et verticales sur la brique et tranquillement, bon, les ancrages vont céder. Les ancrages, c'est ce qui est cloué au mur. Maintenant, c'est vissé, qui va venir stabiliser le mur pour pas qu'il y ait un déversement là, vers l'avant. Ça va stabiliser le mur. Et avec les années, là, à force qu'il y a du gel et des gels, les ancrages vont céder. Ils vont rouiller, ils vont céder. Et tranquillement, ça va continuer. Puis là, il va se former un ventre de bœuf à cause du gel et des gels. Fait que c'est comme ça que le ventre de bœuf va vraiment se créer. Pour déceler ça, il y a pas vraiment, on ne peut pas déceler le ventre de bœuf avant qu'il arrive, à moins qu'il y ait des infiltrations d'eau qui soient négligées pendant plusieurs années. On peut le voir des fois quand on fait la visite d'un immeuble. D'ailleurs, je me rappelle très bien lors des inspections, c'est qu'on se colle souvent la face sur le mur. Puis on regarde par en haut, exactement. Puis on le voit, c'est impressionnant. Oui. Tu es à 10 pieds juste à l'extérieur de l'immeuble. Tu regardes, tu vois rien. Tu vois rien, exact. Et là, tu t'en vas te coller sur l'immeuble, tu regardes en haut et tu vois et tout. Tu le vois. Alors, tu vois même les joints, tout ressort là, quand tu es vraiment proche. Donc, mais mettons, on commence à voir un ventre. Est-ce qu'il y a des solutions pour ça? Il faut. Oui. Mettons qu'on sait, OK, on sait que le toit, ça a coulé, c'est à cause de ça. On s'en est rendu compte. On fait réparer notre toit. Mais on a encore quand même un début de vente de bœuf. À ce moment-là, si la vente de bœuf n'est vraiment pas très prononcée, moi j'appelle ça des ondulations. Si on voit qu'il commence à onduler un petit peu, bon, en prime abord, ce que je vais suggérer fortement, c'est de faire le rejointoiement. Ouais. Le rejointoiement, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir meuler les joints d'à peu près 3/4 de pouce de profond pour enlever le vieux mortier puis remettre un nouveau mortier sain. Et à ce moment-là, quand il y a un petit peu d'ondulation dans le mur, je vais suggérer de mettre des ancrages. On va mettre des ancrages de type Torlock, qui sont des ancrages qui sont vissés sur le carré de bois. Et au bout, c'est du laiton qui va venir se déployer, qui va venir se prendre entre les briques. Qui va être un ancrage qui va empêcher la brique de continuer les mouvements qu'elle a subis. Fait que ça va stabiliser le mur. Puis ça marche vraiment, ces ancrages? Ça marche très, très, très bien. C'est approuvé par les ingénieurs aussi. OK. Donc, fait que ça serait une façon à court terme de stopper ça. Oui. OK. Parce que ce qui arrive, c'est souvent, justement, on le voit toujours, c'est vraiment dans le haut. Hein. Fait que c'est pas d'une job qui est simple non plus à faire, là, mais quand même, ça serait une des premières choses. Fait que maintenant, quand il est rendu trop tard, la technique, c'est... C'est de défaire et refaire. On n'a pas le choix. Donc, à ce moment-là, souvent, encore là, la majeure partie du temps, c'est à partir du toit, aller jusqu'à peu près, je vous dirais, la moitié des fenêtres du deuxième qu'on va défaire, dépendamment si c'est un duplex ou un triplex. Donc, on va défaire la brique, on va la nettoyer et à ce moment-là, on va la reposer avec des nouveaux ancrages et à ce moment-là, bien là, ça va être stable pendant plusieurs années. OK, parfait. Maintenant, on voit souvent aussi sur un immeuble, puis ça, on voit souvent des briques éclatées à différents endroits. Oui.
Est-ce que c'est à cause qu'il y a une mauvaise qualité de briques qui ont posé il y a 30 ans, 40 ans, ou c'est simplement encore là, c'est un signe apparent d'une infiltration d'eau ou d'humidité? Encore là, c'est un signe apparent d'infiltration d'eau qui a été négligé. Souvent, on va le voir avec des ventes de bœuf. Souvent, c'est mélangé à ça, puis il y a des briques qui sont éclatées, parce que ça, c'est vraiment, ça a été négligé. Et souvent, ça va être dans des endroits que le soleil va pas toucher au mur pendant la journée. Ouais. Donc, il ne fera pas sécher le mur. Fait qu'avec le gel des gels encore là, ça va affecter la brique encore plus parce qu'elle ne vient pas à sécher. C'est un point important que tu mentionnes, hein, parce que l'emplacement du mur face au soleil Définitivement. et l'orientation est vraiment important. C'est souvent là qu'on voit beaucoup que ça va détériorer 2-3 fois plus vite que l'autre mur qui est constamment au soleil versus celui qui est toujours à l'ombre et humide. C'est ça. Fait que c'est pour ça d'autant plus que faire les inspections, faire l'entretien, s'assurer que tout est étanche, surtout sur les murs comme ça. Et d'autres problématiques qui peuvent... D'autres choses qui peuvent créer un petit peu des problématiques sur la maçonnerie, c'est quand on a des plantes grimpantes sur les murs, surtout dans des endroits comme ça qu'il n'y a pas de soleil. L'humidité va rester dans le mur, elle va s'évacuer. C'est ça, c'est super beau, mais c'est un compromis. Il faut soit conserver son bâtiment en bonne condition, puis pas mettre de plantes, ou à ce moment-là, mettre des plantes grimpantes, mais vivre avec les conséquences. Dans le bloc appartement, il y en a moins. On en voit moins de ça. Il y a certains très beaux immeubles dans le centre-ville, sur le plateau, dans le village. Qui vont utiliser ça. C'est ça, exactement. Dans le ghetto McGill, Outremont, qui ont quand même qui en ont un petit peu. Mais c'est quand même assez rare. Mais c'est sûr que quand on le voit, c'est... essayer d'éviter ça autant que ça. Absolument. Donc aussi, on a parlé de briques éclatées, de vente de bœuf, jointage. Le jointage, ça aussi, c'est important parce que souvent, lors d'une inspection, on voit l'inspecteur va commencer à prendre son tournevis puis à commencer à donner à gratter un petit peu les jointages. On s'aperçoit des fois qu'il ne force même pas puis ça ressort tout seul. Fait que comment, encore là, y a-t-il une façon de prévenir ça ou une façon préventive ou c'est juste... Okay. Un joint de mortier est supposé durer à peu près une vingtaine d'années, 20 à 30 ans. Donc, souvent, les bâtiments à Montréal, encore là, c'est qu'ils ont plusieurs années, ils ont 60, 70 ans. Et les joints, c'est des joints d'origine. Fait que c'est normal que le joint soit rendu à sa fin de vie utile. À ce moment-là, c'est ce qu'on va faire, même principe, c'est qu'on va venir meuler les joints, 3/4 de pouce de profond, puis on va venir réinsérer un nouveau mortier, qui, par la suite, on va le tirer avec notre ferron, qui va venir le rendre très, très, très compacté et lisse, qui va éviter que l'infiltration d'eau puisse rentrer. Et ça va lui donner une durée de vie encore là de 20 à 30 ans. Parce que ça, on a parlé d'infiltration d'eau par le toit, mais c'est sûr que les joints de briques ne sont pas comme... Effectivement. Les joints de briques, à un moment donné, ne sont plus aussi étanches qu'au départ parce qu'ils sont rendus plus pratiquement juste en sable. Donc, c'est sûr qu'il y a une nécessité à ce moment-là aussi pour éviter l'infiltration d'eau. L'étanchéité du parament, là. OK. Puis, y a-t-il une façon de faire ça, comme tu me dis, au bout de 20 ans, mais est-ce que tu suggères de le faire avant... donc, tu as un immeuble, ça fait 25 ans, 30 ans. Là. Dans certains cas, le joint peut être encore très beau. En fait, c'est la densité. Comme vous disiez, là, quand les gens arrivent, là, les inspecteurs avec un tournevis, puis ils vont essayer les joints. Si le joint s'effrite facilement, si on passe facilement une clé, à ce moment-là, il faut se poser des questions. Mais si le joint est quand même assez dur, rigide, ben à ce moment-là, puis il est encore beau, c'est pas une nécessité à ce moment-là. Mais c'est vraiment quand le joint commence à s'effriter, qu'on voit des signes. Est-ce que tu suggères de faire des changements de briques aussi à certains endroits dans le mur? Ou, Définitivement. Quand les briques sont éclatées, on va les remplacer à ce moment-là. C'est sûr que c'est un must. Ça fait partie du processus. Maintenant, les fameux murs de briques peinturés. Oui. OK? On voit souvent ça, c'est derrière mettons, on voit un 6 ou un 8 logements, surtout à Montréal, bien sûr, en arrière, sur la façade arrière. On voit vraiment ce mur arrière que c'est souvent tout repeinturé 4 fois, 5 fois. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive devant un mur comme ça? C'est quoi la procédure? Qu'est-ce qu'on peut vérifier si le mur est en bon état ou pas? En fait, on ne se le cachera pas. Les gens qui le peinturent, c'est souvent un mur arrière, comme tu disais si bien, pour la simple et unique raison, c'est que le mur, la brique commence à être pas mal en mauvaise posture. Fait que les gens, pour redonner un second souffle, ils vont le peinturer parce que ça vient uniformiser. Ça vient uniformiser le mur, fait que ça cache un peu la problématique en le mettant un peu plus beau, mais ça crée d'autres problématiques.
C'est sûr qu'un mur qui est peinturé, des fois, on va voir la peinture va commencer à se relever, puis là, le joint va vraiment être effiltré à l'arrière. À ce moment-là, on peut faire un rejointoiement, c'est sûr, pour prolonger un petit peu la durée de vie du mur. Mais c'est sûr qu'à long terme, le mur ça va être une nécessité éventuelle de le débriquer au complet, de jeter la brique et de rebriquer à neuf. Okay. Là, tu parles un mot important, jeter la brique. Il y a beaucoup de gens là, qui parlent, qui font faire des soumissions avec tourner la brique, simplement le réutiliser. Est-ce que tu as une mégarde ou une mise en garde pour ça? Encore là, c'est du cas par cas. La brique peut être encore en super bonne condition. Fait qu'à ce moment-là, dépendamment de la condition de la brique, on le voit, l'étendue des dommages sur le mur. Fait que dans plusieurs cas, on va réutiliser la même brique. Mais c'est sûr que quand la brique a été peinturée à ce moment-là, c'est sûr que d'emblée, on va l'acheter. Pour la simple et unique raison, c'est qu'elle a été peinturée pendant plusieurs années. Puis quand les clients vont nous appeler pour dire « Bon, je commence à avoir des problèmes, la peinture décolle, les joints, on voit qu'ils sont finis », bien, c'est parce que les dommages sont vraiment en profondeur. C'est que la peinture, en fait, c'est une couche par-dessus la brique qui empêche la brique de respirer. Ce qui veut dire que l'humidité qui se forme à l'arrière du mur pénètre la brique et au gel-dégel a de la difficulté à sortir en surface. OK, puis ça va créer d'autres problèmes à l'intérieur de l'immeuble. Ça fait des micro-fissures pendant des années, puis souvent, c'est pas rare, quand on défait ces murs-là, qu'on prend la brique, elle se défait. Ah oui, OK. Elle va se casser en deux morceaux, vraiment plus solide, elle n'a plus de corps. Donc, une brique peinturée, il n'y a pas vraiment Puis, y a-t-il des nouvelles techniques aujourd'hui? Quelqu'un qui veut mettre un revêtement pour protéger la brique? Parce que, bon, il y a des gens qui se font offrir ça souvent par... Oui, on le voit de plus en plus, là, les entreprises là, qui offrent ça, peinturer la brique. Je le déconseille fortement de peinturer la brique. À la seule limite, je te dirais, c'est quand les gens vont prendre une teinture pour la brique, mais avec une peinture... Il n'y a pas des revêtements transparents qui... Des scellants. Des scellants. Ah, OK, des scellants. Oui, il y a des scellants aussi. Ça aussi, je le déconseille parce qu'encore là, dans plusieurs types de scellants, ça va empêcher la brique encore de respirer. Donc, ça va revenir à peu près au même qu'une peinture. Fait qu'il n'y a pas de nouvelle technologie aujourd'hui, que peu importe ce qu'on se fait dire, là, qu'il n'y a pas de problème pour la brique. Pas du tout. La brique existe depuis au-dessus de 100 ans passés. Et il y a encore des beaux bâtiments à Montréal qui sont encore en super bonne condition. Alors, moi, je dis tout le temps aux clients, pourquoi venir sceller la brique quand il y a des bâtiments qui ont 100, 120 ans et que la brique est encore intacte? À ce moment-là, si on vérifie régulièrement, comme on s'était dit tantôt, que l'étanchéisation de la bâtisse soit bien faite, bien à ce moment-là, c'est vraiment pas une nécessité de mettre un scellant. Parfait. Maintenant, l'isolation d'un immeuble aussi. Tu sais, on va souvent parler d'isolation, on va défaire des murs à l'intérieur. Est-ce qu'il y a une limite, des fois, je ne sais pas si je suis dans l'erreur, mais souvent, j'ai lu que c'est trop isolé, c'est pas bon non plus. Parce qu'il y a une certaine limite, parce que ça ne fera pas respirer la brique comme il faut. C'est quoi ton opinion là-dessus? Je vais parler d'isolation pour l'extérieur. Okay. L'intérieur, c'est sûr et certain que là, on sort un petit peu de notre champ d'expertise. Oui. Quand même des connaissances, mais on sort un peu du champ d'expertise de la maçonnerie. À l'extérieur, souvent, les gens vont nous demander, si on a un mur à défaire au complet et à refaire, ils vont nous demander automatiquement, tant qu'à être, on va réisoler. Il y a deux écoles de pensée là-dessus maintenant, c'est que de mettre une maison, exemple des années 50 ou 1900, au code du bâtiment 2018, il faut faire attention à ça. Parce que les maisons à l'époque, ils respiraient énormément. Puis quand je parle avec les clients, ils ont toujours le fou rire parce qu'effectivement, les gens le disent, on sent des courants d'air dans la maison. Donc, aller venir réisoler ça, étanchéiser ça, on pourrait créer à ce moment-là d'autres problématiques. On ne veut pas ça. Donc, c'est sûr que c'est du cas par cas de réisoler les murs. Moi, je vous dirais que c'est conseillé fortement, je vous conseillerais fortement de faire affaire avec un technologue en architecture ou un architecte, à savoir si, oui, effectivement, on pourrait isoler tel type de bâtiment, ou sinon, le fameux par-air, le taille-vec ou le taille-port qu'on connaît si bien, fait un excellent job quand il est vraiment bien installé. Bien installé. Il va empêcher les courants d'air, les déplacements d'air dans la maison, puis ça fait vraiment une différence. C'est pas mal ça, je vous dirais. L'isolation, je ne dis pas que ce n'est pas un avenue, mais il faut vraiment s'informer avant d'aller de l'avant avec ça pour ne pas causer d'autres problématiques. Là. Excellent. Écoute, pour terminer, on a un problème, mettons, on le voit là, qui est irréparable, il n'y a rien qu'on peut faire. Maintenant, c'est le temps d'appeler un entrepreneur en maçonnerie. Oui. C'est quoi tu suggères? C'est quoi qui est important pour quand on approche, qu'on demande on approche un entrepreneur en maçonnerie? Les gens, ce qu'ils vont faire, ils vont aller sur l'Internet, ils vont chercher les entrepreneurs
avec leur site, ils vont donner peut-être une bonne image, on va leur réalisation. Il y a aussi des regroupements tels que CA recommandé. Les gens peuvent aller là, peuvent mettre leur code postal et à ce moment-là, ça va leur répertorier des gens qui sont référés CA recommandé. Fait que c'est ça, le CA. Et eux, le recommandé, je pense qu'il y a un certain protocole pour être là-dessus. Absolument. Pour faire partie de CA recommandé, il faut que à tous les 2 ans, l'entreprise va être soumise à des tests assez ardus, ce qui fait que eux ils vont appeler 75 des clients de l'entreprise. Et sur 75 clients qu'ils vont appeler, ils vont poser 15 questions sur des critères très importants. Le retour des appels, la présentation des soumissions, la qualité du service, service après-vente s'il y en a. Fait qu'ils vont vraiment faire le tour de tout ça, des enquêtes de crédit. Et puis, il faut que les entrepreneurs aient une note de 85 % et plus. Sinon, malheureusement, ils ne pourront plus être membres là, pour l'année suivante. Fait que ça, c'est à peu près la meilleure façon de retrouver présentement un entrepreneur là-dessus. Oui. Y a-t-il des associations? Dans le fond, c'est précisément sur la maçonnerie ou c'est plus... Oui, l'Association des entrepreneurs de maçonnerie du Québec qui existe aussi. Okay. Donc, on peut aller sur leur site pour voir tous ceux qui sont répertoriés en tant qu'entrepreneurs de maçonnerie. Okay. Donc, oui, il y a plusieurs associations comme ça qui peuvent donner... Excellent. Écoute, je pense que ton entreprise Brick et compagnie, entre autres, sont sur le CA. Exactement, oui. On s'était aussi rencontrés à la Corpic. À la Corpic, oui. Corpic. Fait que je vous invite tout le monde, encore une fois. J'espère que ça vous a donné une bonne idée là, de bonne information. Hein. Bien sûr, on est resté on n'a pas été en profondeur pour chacun des problèmes, mais ça donne quand même un aperçu qui est intéressant. Danny, j'apprécie beaucoup ce que tu as fourni comme info. C'est moi de te remercier. Je vais laisser bien sûr les coordonnées de Danny. Si vous voulez approfondir les questions, si vous avez des cas ou des situations pour communiquer avec lui directement. Et en même temps, bien sûr, si vous avez apprécié le contenu, je vous suggère fortement de taguer quelqu'un que vous connaissez, de partager. Puis bien sûr, notre mission, c'est la création de valeur. Et puis, j'espère que ça en a créé pour vous. Puis en échange, bien, si vous pouvez utiliser nos services pour le financement, la vente ou l'achat des meubles, bien, ça serait apprécié. Merci beaucoup. Merci.